Dans le dernier épisode, j'étais donc arrivé à Itoigawa et j'ai pu baigner mon corps dans un onsen unique au monde, alimenté par une eau d'origine volcanique. Après un réveil hallucinant devant une vue magnifique sur les Alpes japonaises, j'ai découvert l'histoire de la jade et ses pouvoirs sexuels sur mon corps de rêve avant d'aller rendre visite à la déesse de la mer. J'ai dégusté le fameux crabe des neiges avant de me promener dans le jardin de jade. Arrivé à Kanazawa, j'ai perdu un pari et j'ai dû enchaîner 15 sakés à la suite. Est-ce que je me souviens de quelque chose? Voyons ça en images. J'avais donc perdu un pari avec mes amis reporters et j'ai dû faire un truc que je n'ai jamais fait de toute ma vie, enchaîner plusieurs verres de saké d'affilée. Bref, je me suis retrouvé dans les médias du monde entier comme étant le plus sexy de reporters à avoir avalé 15 verres de saké d'une seule traite, ce qui m'a valu la une du Hollywood Reporter. Je me suis retrouvé avec une tête de plus en plus rouge. En tout cas, le saké est très très bon ici à Kanazawa. Très très bon. Je vais m'arrêter de parler ici parce que je pense que je suis pas en état. Et je vais éviter de dire des bêtises. Bonne nuit. La fin de soirée, pour tout vous dire, je ne m'en souviens plus. Après une journée de détente totale à Kanazawa, je retourne enfin à Tokyo. J'ai beau m'y être rendu plusieurs fois, mais aujourd'hui encore, le fait de revenir dans cette ville me donne toujours autant de frissons. Dans le Shinkansen qui me mène au cœur de la ville, je me sens excité comme un vrai gamin. Cette ville aura marqué à jamais mon amour pour le Japon. D'ailleurs, il faut savoir qu'au travail, la règle est de toujours être bien rasé. Je vais donc me faire un petit nettoyage facial, comme tous les hommes d'affaires japonais. Vous verrez souvent dans le train des hommes en costard se préparer très rapidement dans cet espace très pratique. Si vous êtes en voyage d'affaires, je vous conseille toujours d'emmener avec vous un rasoir et une crème de rasage ultra compacte pour être présentable, même à la dernière minute. Comme je le dis souvent, je repère tout le temps chez les Japonais le souci du détail et leur attention permanente pour répondre à des besoins de confort comme ici. Je peux fermer le rideau dans un sens comme dans l'autre. Il y a une prise de courant, un porte-manteau, 2 spots de lumière, au-dessus du robinet une savonneuse et un endroit pour poser vos affaires ainsi qu'une poubelle. Bon, le train arrive déjà à Tokyo et comme je ne ressemble pas encore à un gorille, je préfère rassembler mes bagages avant de sauter dans la jungle urbaine. Voilà, ça m'a fait halluciner. Je suis à peine sorti du train. Je voulais regarder les dames. Ils étaient en train de tourner, vous savez, les chaises dans le sens de la marche. Ils m'ont rapidement dit de sortir parce qu'elles travaillent en temps limité. C'est incroyable en fait ce balai que dès l'instant où les portes de sortie s'ouvrent, les gens sortent très rapidement et dès que tout le wagon est vide, les dames elles rentrent, elles nettoient en un éclair. Là je les regarde, c'est hallucinant. Elles sont en train de nettoyer à la vitesse de la lumière et elles retournent en fait les chaises. C'est hallucinant. Avant de remettre un train en marche pour un prochain trajet, celui-ci doit être rendu impeccable, quelles que soient les circonstances, durant un délai connu sous le nom des 7 minutes cruciales. Voici le planning chronométré de ces dames. En 1 minute et 30 secondes, vérifiez d'abord les porte-bagages des deux côtés, regardez les espaces entre les sièges pour repérer tout objet oublié, retournez les sièges dans le sens de la marche, descendre vers la porte à l'autre extrémité en balayant les ordures tombées dans l'allée en cours de route. 3 minutes pour remonter l'allée, abaisser et vérifier les stores, sortir les plateaux du dossier, tout essuyer à la perfection et enfin changer les housses de siège si elles sont sales. Il ne reste plus que 2 minutes pour balayer et ramasser tous les déchets sortis dans l'allée en une seule fois. Quand vous arrivez à Tokyo, il y a de fortes chances que vous utilisez la ligne Yamanote qui relie tous les principaux centres d'intérêt de la ville. J'apprécie la courtoisie systématique des Japonais de laisser les gens sortir du métro avant d'y entrer.
Ici, tout est ultra moderne, comme en témoigne l'impressionnant choix de Wi-Fi que l'on peut capter dans les airs. S'il y a une chose qui ne quittera jamais votre esprit, ce sont les charmants jingles joués à toutes les stations. Tenez, écoutez bien celui-ci. En revenant à Tokyo, j'ai oublié qu'il y avait des choses qui me faisaient parfois mal à la tête. Le fameux gang des femmes élégantes, qui sévit toujours à Shibuya ou à Ginza. Plus dangereux encore que les Yakuza, ce gang a déjà troublé la vue de nombreuses personnes sensibles dans la jante masculine. Bref, je me retrouve seul dans cette immense gare qui ressemble à un labyrinthe, et j'avoue adorer cette sensation de n'être qu'un minuscule poisson perdu dans cet océan d'humains. Je reste quelques instants sur place pour ressentir l'énergie folle qui se dégage de ce lieu. Voilà, c'est vraiment un truc de malade. Actuellement, il est presque 18h15. Je fais mon grand retour à Tokyo. Je suis à la station Shinagawa. Et là, je nage en plein bonheur. Et aussi, j'ai l'impression d'être dans un poisson dans l'eau. Parce qu'autour de moi, il y a des gens, ça circule de partout. De partout, là, les gens, ils sortent du travail. Et en tant qu'étranger, quand vous arrivez ici, vous hallucinez. Parce que même à Paris, moi j'habite à Paris, et même à Paris, je trouve que c'est encore plus impressionnant à Tokyo, quoi. Le monde qu'il y a autour de moi, c'est incroyable. Et là, j'ai l'impression d'être, je sais pas, dans un flux d'eau. Il y a des cadres qui bougent dans tous les sens, des écoliers qui rentrent chez eux, bref. C'est super, c'est génial, personne ne se bouscule, tout le monde est poli. En tout cas, voilà, j'hallucine. Vous êtes à Tokyo. J'ai repris le métro sur la ligne Yamanote après avoir vite déposé mes valises à mon hôtel. Je vous emmène maintenant dans un quartier que j'affectionne particulièrement et qui a été une source d'inspiration pour de nombreux films comme Blade Runner. Me voici à la sortie de la gare de Shinjuku Ouest, que l'on repère vite grâce à ses buildings illuminés la nuit. Ce quartier me fait penser au manga City Hunter ou au film Lost in Translation. À mes yeux, c'est un vrai décor de cinéma. Nous sommes ici à Omoide Yokocho, qui littéralement veut dire l'allée des souvenirs en japonais. Ces ruelles ont été appelées ainsi car elles rappellent l'époque du Japon de l'après-guerre dans les années 40. J'aime me balader ici car j'ai la sensation de remonter dans le temps. Je suis assez captivé depuis à peu près, ça fait 10 minutes que je marche. Il n'y a qu'à Tokyo où il y a des rues comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai jamais rien vu de comparable ailleurs. Et regardez encore ça. Encore une petite ruelle avec plein de restaurants. Donc, tout est enfumé, enfin, on a l'impression d'être dans une autre dimension. On a l'impression d'être dans un autre monde. Et des lanternes aussi. Les Tokyoïtes ne viennent pas ici pour de la grande gastronomie, mais plutôt pour se retrouver autour d'un repas simple et boire un verre. On trouve ici 80 restaurants, dont 25 izakaya. Un izakaya est une sorte de bistrot-bar ou taverne qui vous propose des bols de ramen, des brochettes de porc, de bœuf, de poisson, du sushi ou encore des nouilles sautées. Dans certaines échoppes minuscules ne disposant que de 5 places, vous pouvez griller vous-même vos coquillages et fruits de mer. Plus surprenant encore, il existe aussi des restaurants où vous pouvez savourer de la tortue accompagnée de liqueur de serpent, mais pour ma part, je préfère me contenter d'un yakitori. Je termine ma soirée en retrouvant un ami de longue date avant de retourner à l'hôtel. Il faut désormais que j'aille dormir, car j'ai très hâte de revoir Tokyo dans des quartiers où je n'ai encore jamais mis les pieds. Réveil un peu difficile car je suis rentré hier un peu tard. J'ai dormi comme un bébé et au réveil, quelle surprise pour moi d'admirer cette merveille. La Tokyo Skytree, la tour la plus élevée en hauteur de tout le Japon. Dans le bus qui me mène tout droit vers celle-ci de bon matin, je profite de l'occasion pour observer des scènes de vie des habitants de Tokyo. Contrairement à d'autres grandes capitales mondiales, les gens semblent bien plus réveillés. En fait, pas de surprise. Ici, le soleil se lève très tôt, même en hiver. Par conséquent, les Japonais sont très matinaux. Bon, j'arrive à destination et j'ai très hâte de voir Tokyo en hauteur. J'ai de la chance. La météo a prévu du soleil et un ciel dégagé pour aujourd'hui. La vue devrait donc être parfaite au sommet de la tour. Ouais, alors je suis à peine arrivé et je vois énormément de monde.
tout cas, ça a l'air d'être un site touristique hyper prisé. À peine 52 minutes après l'ouverture des portes, je constate déjà des queues énormes. Mais tout avance très vite. Vous savez quoi? Ici, pour prendre des photos de groupe, il faut savoir être showman. Parce que le mec, il a essayé de faire rire, de faire sourire ces personnes âgées. Il n'y est pas arrivé. Il a fait plein de blagues, mais il n'a pas réussi à faire rire une seule personne. Le pauvre. Même pas un sourire. Bon, j'exagère un peu. Si on regarde de plus près... Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde à la Tokyo Skytree. Oh, ouais. Avant de prendre l'ascenseur, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'ai tant souhaité voir la Tokyo Skytree. Dans mon esprit, Tokyo, c'est l'image d'une ville portée vers le futur. Et cette réputation est entretenue dans le film, ou par exemple dans ce clip musical de mon groupe préféré de pop musique japonaise appelé Perfume. On y voit un Tokyo résolument tourné vers l'avenir, avec entre autres une tour fictive dans le Néo-Tokyo. Même si le nom n'est pas cité, j'ai évidemment deviné une allusion à la Tokyo Skytree. Dans ce clip, j'ai rêvé de venir la voir de plus près, et de pouvoir observer Tokyo de très haut, chose que je suis sur le point de réaliser avec vous aujourd'hui. Je vais bientôt prendre à mon tour l'ascenseur vers le ciel. Wow. Alors je suis encore dans la file d'attente. Alors comme on pouvait s'y attendre, l'architecture est incroyable. En fait, les Japonais soignent chaque détail, que ce soit la file d'attente, l'accueil, la politesse, bref, on est hyper bien guidé. Tout à l'heure, là, je viens de passer les services de sécurité dans les bagages pour éviter en fait toute tentative d'attentat. Alors d'après les informations que j'ai pu avoir, je me suis demandé, tiens, la tour a été terminée en 2012. Or, il y a eu en 2011 un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Et après, voilà, l'histoire de Fukushima, vous connaissez. Mais Tokyo a été aussi impacté, même si Tokyo est loin de l'épicentre. Et je me suis posé la question. À ce moment-là, la tour, elle était en construction. Est-ce qu'il y a eu des retards de livraison par rapport à la date prévue? Figurez-vous que les Japonais, malgré ce qui s'est passé, la livraison de cette tour n'a jamais été en retard. La construction de la tour a débuté le 14 juillet 2008. Durant les travaux, la tour a atteint des sommets vertigineux en battant progressivement des records jusqu'au 10 mars 2011, la veille du séisme. Le lendemain, une secousse de magnitude 8,9 s'est produite à 14h46. Le pays tout entier s'est arrêté. Puis les travaux de la tour ont repris le 18 mars, soit 7 jours après la catastrophe. Le 29 février 2012 marquera la fin définitive de la construction de la tour avec une cérémonie d'ouverture au public officielle le 22 mai 2012. Bref, la ponctualité japonaise a encore démontré son efficacité. Me voici dans l'ascenseur et vu la vitesse de montée, mes oreilles commencent à siffler à cause du changement rapide en altitude. Malgré cela, tout le monde est surexcité d'être arrivé au sommet. Bon voilà, je suis à l'étage 350. Vous avez vu la vitesse à laquelle on est monté? Ça m'a éclaté les oreilles, ça m'a dilaté les oreilles. Vous avez vu cette vue plongeante? On voit des bâtiments, mais d'en dessous mes pieds jusqu'à ma perte d'horizon. Magnifique. La Tokyo Skytree. Baptisée littéralement Arbre des cieux de Tokyo, pour le Japon, cette tour symbolise l'endurance face à la nature. Elle porte aujourd'hui les émetteurs des chaînes de télévision hertziennes numériques de la vaste agglomération tokyoïte, prenant aussi le relais de la Tokyo Tower inspirée de la Tour Eiffel à Paris. Une question me taraude. Comment a été conçu le système antisismique de la tour ? Les ingénieurs ont repris la technique millénaire du Shimbashira, qui désigne le pilier central des anciennes pagodes à 5 étages japonaises. La colonne agit comme un pendule stationnaire pour contrebalancer les ondes sismiques, réduisant considérablement le balancement dans la structure environnante. Il n'existe pratiquement aucun témoignage historique faisant état de l'effondrement d'une pagode à 5 étages de ce type à la suite d'un séisme.
Cette technique millénaire japonaise est si efficace qu'on retrouve donc la partie Shinbashira, représentée par un cylindre en béton armé d'acier entre 126 mètres et 375 mètres de haut, qui fait 8 mètres de diamètre et pèse 11 000 tonnes. Elle peut osciller librement et ses mouvements sont absorbés par les amortisseurs hydrauliques placés entre le pilier central et les poutres qui l'entourent. Avec ce type de structure, le déplacement latéral engendré par un séisme peut être réduit de 50%. Quand je suis devant cette vue, je ne sais pas pour vous mais moi, ça m'évoque un souvenir. Ah, tout de suite, à quoi je pense? Je pense au film Akira. Vous voulez vous faire une petite frayeur? Ah, risquez votre vie en marchant sur cette vitre. Si elle pète, vous êtes mort. Ah, les Japonais. Tokyo. Sa densité urbaine, la circulation, le travail, le temps qui passe, le métro, la promiscuité, les embouteillages! Dans cette ville immense, comment peut-on évacuer le stress? Je vous présente Maître Hiroki Ishikawa, le casseur de stress. Sa méthode serait très efficace pour évacuer toute l'énergie malsaine qui vous ronge de l'intérieur. Et cela passe par le cassage de tuiles. Je suis appelé en premier pour donner l'exemple. Mais là c'est trop là, ils m'ont mis 10. Ils m'ont mis 10 briques. Voilà, alors en fait il y a 10 briques. C'est à moi en fait de frapper, mais j'ai droit qu'à une seule chance. Si je les casse pas du premier coup, je vais pas le refaire. Donc c'est une fois et c'est terminé. Alors, 10, mais ils sont dingues. Ils sont dingues. So David, come here. Yeah, you can do it.